auditeurs de Radio M, bonjour, bienvenue au Café des experts économiques, le premier de ce mois de Ramadan. Il devrait y en avoir deux, puisque nous sommes avec vous un mardi sur deux. Avec moi, comme chaque deux mardis, mes experts, les experts du Café des experts économiques. Ali Harbi, bonjour, marhaba bik. Reda Amrani, bonjour, marhaba bik. On va dérouler l'actualité de ces 15 derniers jours, de l'actualité économique de ces 15 derniers jours, avec en priorité le packaging. Comment peut-on vendre la destination Algérie aux grandes puissances économiques du monde? On a eu droit à ce très long extrait de l'entrevue entre le président Abdelmadjid Tebboune et le secrétaire d'État américain Anthony Blinken mercredi dernier. Et nous avons pu voir comment était proposé l'investissement en Algérie, la situation, comment était raconté, le narratif sur la conjoncture en Algérie dans la bouche du président algérien. Donc ma première question, est-ce que, messieurs, vous êtes dans la position de monsieur Abdelmadjid Tebboune, est-ce que c'est comme cela que vous auriez proposé à des partenaires de la taille du marché, des partenaires économiques américains de venir travailler en Algérie? Est-ce que c'est la bonne démarche? Allez, c'est toi que je regarde. Oui, j'essaie de réfléchir à ta question, mais enfin... Il faudrait déjà te mettre dans la position du président de la République. C'est un peu délicat. La dernière fois, je vous ai posé la même question, je le rappelle à nos amis auditeurs. Vous êtes à la tête de l'État, il y a 20 milliards de bonus. C'est un peu le scénario qu'on a prévu pour 2022. Il ne s'est pas démenti depuis 15 jours. Pas démenti, non. Hein? C'est pas démenti. C'est pas démonté depuis 15 jours, donc voilà, on est content. Il y aura un peu plus. Voilà, on pourrait en faire. Qu'est-ce que vous feriez avec ce bonus? Donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous diriez pour vendre la destination Algérie aux États-Unis? Vous savez, la confiance, c'est quelque chose de très difficile à rétablir. On a, point de vue attractivité économique pour les investisseurs algériens, vous avez vu le nombre de projets qui étaient bloqués. Donc, imaginez pour nos propres Algériens qui étaient bloqués. Qu'est-ce que les investisseurs étrangers, qu'est-ce qu'on peut leur présenter comme changement radical en quelques semaines ou en quelques jours ou par quelques textes? D'autant plus que nous sommes spécialistes de la volatilité des textes juridiques, des textes réglementaires propres à l'investissement interne, local et aux investisseurs étrangers. Et l'attractivité de notre pays est très faible. Et donc, il y a un rétablissement de la confiance qui est très, très difficile à obtenir. Donc, tout est basé sur ça. Donc, il y a une politique de communication à mener. Est-ce qu'on n'a pas eu quand même le sentiment que pour la première fois, l'Algérie avait un VRP parce que c'est le cas, les présidents de la République partout dans le monde, ce sont les premiers vendeurs, de leurs services et de leurs produits. C'est la première mission. Est-ce que pour la première fois, bon, on ne sait pas comment on en est arrivé à connaître ce document et l'écouter, etc. Il y en a qui disent que c'est une fuite, il y en a qui disent que c'était tout à fait normal. Mais le fait est qu'on l'a revu pour la première fois. Abdelmadjid Tebboune, dans un exercice pour essayer de vendre l'économie algérienne. Mais c'est la première mission d'un président. C'est tous les présidents. Quand un président se déplace, il emmène avec lui ses entrepreneurs pour placer ses produits et ses services. Ceux qui ne sont pas en prison dans le cas d'Algérie, il faut préciser, parce qu'il y en a beaucoup qu'on a mis en prison. C'est difficile de les emmener avec soi. Tu fais de l'humour en plein ramadan, c'est que tu es en forme. Hein. Je viens de sortir du tribunal d'Alger. Je sais, c'est pour ça que je te dis que tu es en forme. Je suis plus à l'aise ici qu'au tribunal d'Alger. Oui, il y a eu 1700, 1800 prisonniers, alhamdoulilah, Shahar Rahma wal Ghafran, donc Kharjo, ils passent leur ramadan, les saluts en famille, alhamdoulilah. Alors ma question, je la pose quand même aussi à Ali Harbi. On a le sentiment que le premier atout, la première carte qu'a posée Abdelmadjid Tebboune sur la table, c'est celle évidemment de l'investissement, avec cette promesse énième promesse d'un nouveau code des investissements qui devrait être attractif. Il n'a pas été par contre précis sur quels sont les secteurs où les entreprises américaines pourraient venir. Très honnêtement, j'aimerais pas être à la place du président de la République dans cet exercice-là, parce qu'il y a très peu aujourd'hui de choses à mettre sur la table. Je m'explique. La question du potentiel de l'Algérie, on en discutait avec Reda avant de commencer l'émission, le potentiel il est connu depuis l'époque coloniale. Le potentiel économique algérien, quand on va dire agriculture, mine, industrie, pêche, ceci, cela, toutes les puissances le connaissent. Il y a des organismes dans chaque pays, parmi les puissances, je veux dire la plupart des puissances internationales, qui passent leur temps à évaluer le potentiel économique
les ressources naturelles, le potentiel humain, les capacités, les opportunités d'investissement dans chaque pays. Donc, ils connaissent très bien l'Algérie. Saha, l'économiste, je l'ai entendu, Abdelhamid Saha, ce matin sur une autre antenne, une antenne publique, a dit 330 milliards de dollars de PIB, potentiellement. Potentiel. Oui, mais on est à 160. Peut-être, oui, ça peut être plus. C'est pas question de mettre la barre quelque part, parce que plus on se donne d'ambition, plus on peut monter. Mais c'est quelque chose qui est tout à fait, disons, dans les cordes ou dans réalisable. Donc l'action du potentiel, donc l'angle d'attaque qui a été adopté par la présidence de la République, d'attaquer du point de vue de dire il y a du potentiel, il a enfoncé une porte ouverte en réalité, parce que je crois que l'interlocuteur connaît très bien le potentiel algérien, même s'il est c'est un nouveau secrétaire d'État, mais ses services l'ont briefé, ils savent très bien c'est quoi un potentiel. Il était secrétaire d'État adjoint, il est venu en 2016. Et donc c'est quelqu'un qui connaît bien, et l'ambassadrice, elle connaît bien l'Algérie, et ainsi de suite. Donc je crois que les gens connaissent parfaitement le potentiel. Donc redire qu'il y a du potentiel, je crois que c'est enfoncer une porte ouverte. La question sur laquelle nous sommes attendus, nous les Algériens en général, et le gouvernement en particulier, et plus spécifiquement la présidence, parce que c'est un régime présidentiel. Et donc, c'est la question de qu'est-ce qu'on est en train de faire. Où sont les réformes? On est en train de faire un code des investissements. Jusqu'à quand? J'avais attiré l'attention dans une émission précédente que nous sommes déjà à mi-mandat. Au mois de juin. Je crois que c'est ça que les observateurs étrangers sont en train de surveiller. C'est que le mandat est en train de passer et il n'y a rien. Je suis désolé, c'est quand... les zones industrielles, les réformes, les privatisations. Ah oui, on aurait pu parler des zones franches qui ont été adoptées la semaine dernière au Conseil du gouvernement. Au Conseil du gouvernement. On a encore du parcours. Sur le c'est pas terminé. Je te rappelle, Hussein, qu'il y a des textes adoptés au Conseil du gouvernement il y a déjà 2 ans, qui n'ont été ni promulgués, ni passés pour des décrets non promulgués, et pour les passages au Parlement, ils ne sont pas passés. Donc, le Conseil du gouvernement, c'est une étape. Ça ne veut pas dire que le texte est adopté. Donc, je pense que là, il y a vraiment un retard. On avait alerté déjà sur un retard d'allumage à Waqt Jarrad. On avait dit c'est un retard à l'allumage. Après, il y avait un passage du temps de Jarrad. On avait dit retard à l'allumage du mandat. Ah ben, tu rigoles là aussi. Hein. Il est en forme. Donc, il est vraiment en forme. Et donc, c'est ça que... Moi, je voulais le préciser aux amis auditeurs. Parce quand même, oui, je pense que tous nos auditeurs qui suivent l'émission se souviennent de l'ancien Premier ministre. ministre. Donc, je crois que, vraiment, si on doit tirer la sonnette d'alarme aujourd'hui, c'est le retard des réformes. Je pense que le point, justement, je crois, à mon avis, la chose qu'il ne fallait pas dire, c'était de dire qu'on va, le mot « on va », promulguer rapidement un code des investissements, sauf à le mettre par ordonnance, mais il faut qu'il soit négocié, c'est une loi, donc il faut la discuter en Assemblée. Donc derrière ce formalisme, c'est du temps. D'accord? Et donc moi je crois que là, l'angle d'attaque aurait dû être sur des choses faites. Oui. Mais ma la matière. C'est des promesses. Alors, dans les atouts que pouvait ou pas poser sur la table Abdel Tebboune face au secrétaire d'État américain, on a eu le sentiment qu'il a aussi vendu la stabilité de l'Algérie, parce que c'est un terme récurrent dans la stabilité, et à travers la stabilité, il a proposé aussi la stabilité du cadre juridique, et cette proposition de dire que j'ai demandé à ce que le futur code des investissements soit bloqué pendant 10 ans. Est-ce qu'on peut faire ça? Bloquer un code des investissements quand on est un président à mi-mandat, pas certain de pouvoir... Impossible. La Constitution est modifiée par chaque nouveau président. Alors, qu'est-ce que le code des investissements? Non. Bon, c'est bon de dire d'envoyer ce message. Nous prenons conscience de la nécessité de stabiliser toutes les règles entourant, concernant, supportant l'investissement. C'est de bonne guerre, c'est de la bonne communication, donc il faut le dire. Mais est-ce que, comme il l'a dit lui-même, hein, les promesses électorales ne valent que pour ceux qui les entendent. Lui, il les a déjà écrites. Donc, c'est déjà un engagement encore plus précis et plus sérieux. Mais le problème, moi je le considère le problème autrement. Je ne vois pas la partie seulement VRP. L'attractivité de l'Algérie, ce n'est pas seulement le code des investissements. L'attractivité de l'Algérie commence lorsqu'un entrepreneur étranger vient, il va rendre visite à son futur site où il va investir, il va voir autour de lui, il va ramener des ingénieurs, des managers. Comment vont-ils vivre? Leurs enfants, s'ils ont des enfants, comment? Eux,
quels sont les espaces de loisirs, quels sont les espaces... Parce qu'un bonhomme qui travaille 12 heures en usine et dans le bureau d'études, quand il rentre chez lui, il a besoin de se détendre. Il n'y a aucun espace de loisirs pour les Algériens et encore moins pour les étrangers. Donc l'attractivité, ce ne sont pas seulement les lois, c'est tout un environnement propre et aux affaires et à la vie de tous les jours. Et c'est ça ce qui fait que l'attractivité. Regardez un pays, la France, parce que c'est à côté. C'est un des pays qui a la plus grande attractivité des investissements. C'est les chiffres de la CNUSED, c'est les chiffres de l'ONUDI, dans l'industrie, dans les services. Pourquoi ? Parce qu'il est agréable de travailler. Il y a des théâtres, il y a de la musique, il y a des espaces de sport, il y a des terrains de golf, il y a de tout. Donc la vie est agréable pour n'importe quel investisseur et n'importe quelle compétence. Vous lui dites, on va vous envoyer dans notre usine ou notre bureau d'études à Paris ou à Marseille ou à Lyon, il saute de joie. Vous lui allez dire, je vais vous envoyer en Algérie, à Sétif, à Borj Bouarirj ou à Tlemcen, il réfléchira 10 fois. Donc, notre activité, ce n'est pas pour nous détruire, mais nous avons un immense effort. Il ne se dit pas, il ne s'écrit pas, et on croit que c'est naturel. Si on ne fait pas cet effort d'attractivité, en plus des lois, en plus de l'environnement serein, on doit donner de la sérénité à notre environnement. Il ne faut pas que le gars il se dise, si je fais quelque chose, je risque d'entrer en prison. Vous imaginez ça pour l'Algérien. Si je ne fais pas ça, le petit directeur de la wilaya du coin va me bloquer mon projet pour 2 ans. Et il va mettre le coude. Donc j'ai des bureaucrates. Donc il y a tout un espace à assainir, à nettoyer et à faire progresser vers la mentalité de bâtisseur, la mentalité d'investisseur, de constructeur. Mais de constructeur dans un espace vivable. Alors j'ai vu, vous avez peut-être remarqué avec moi que le président Tebboune a cité des secteurs, mais il n'a pas cité l'énergie. Il a cité l'agriculture, il a cité les infrastructures avec le port-centre et ce projet de ligne ferroviaire qui permettrait de désenclaver les pays du Sahel. Encore le grand programme de la fin du 19e siècle. Voilà. Mais on s'attendait à ce qu'il fasse une ouverture sur l'énergie, sur la possibilité de mieux coopérer. Il faut rappeler que le dernier patron de Sonatrach, qui a été rapatrié de Ouelkhadour, du Golfe, était engagé dans un partenariat très fort avec les Américains. ExxonMobil en Italie pour la raffinerie, mais aussi en Algérie, il y avait un mémorandum d'entente. Et tout ça s'est arrêté, et on pense évidemment au gaz de schiste. Je rappelle que depuis le début de la guerre en Ukraine, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, là, il y a 2 responsables algériens qui ont clairement dit qu'il fallait mettre le plein pot, accélérer les investissements dans le gaz de schiste. Et je peux les citer, Abdelmajid Ta'attar, ancien ministre de l'énergie, ancien directeur général de Sonatrach, et Ali Hachet, ancien vice-président pendant 12 ans de Sonatrach, qui dit c'est le moment, il faut foncer, on a la possibilité d'être l'exportateur variable, peut-être 10-15 milliards de mètres cubes de plus par an. Et ce sujet était absent. Est-ce que Ali, tu trouves ça normal ? Non, je pense que c'est un sujet qui était un des objets principaux de la visite du secrétaire d'État américain, donc il n'a pas pu être évacué, mais il ne faisait pas partie de l'extrait. Il ne faisait pas partie de l'extrait ou inventé. C'est un non-dit. Soit c'est un non-dit, soit ça n'a pas été dans l'extrait, techniquement parlant. En fait, ce n'était pas un extrait, puisqu'on a entendu à la fin les remerciements, etc. C'était une déclaration liminaire. Mais l'entretien a continué. Oui. D'accord. Il y a eu un entretien. Oui. Donc, des échanges. Il est là l'entretien. On n'a pas eu les échanges. Je vous donne la suite. Là. Non, moi j'ai pas. Ce que je veux dire, moi, c'est qu'il est impossible que cette visite-là n'ait pas abordé le sujet énergétique. Impossible. Donc, elle n'était pas dans l'extrait, juste pour dire que c'est un autre... Mais je pense que sur la table maintenant, il y a évidemment beaucoup de sujets. Évidemment, d'abord la partie pétrolière elle-même. Tu as parlé donc d'un retour à une stratégie d'ouverture. Donc, soit on revient au schéma qu'avait envisagé Ouelkhadour, ou on revient carrément au premier schéma de Chakib Khalil initial sur la première configuration que voulait Chakib Khalil. Ça, c'est un premier thème. Le deuxième thème, évidemment et inévitablement, la question du gaz de schiste. Et je rappelle, personnellement, c'est ma position personnelle, c'est que la question n'est pas de dire oui ou non au gaz de schiste, c'est de dire oui au gaz de schiste, mais ayant la réglementation et des institutions environnementales
nécessaires. Et j'insiste sur ce point-là, on ne les a pas. Et c'est ça l'objet de ma position pour le moratoire, parce qu'il faut d'abord qu'on ait une réglementation environnementale. Le jour où on l'aura, comme on dit, et je pense que ce sera un atout pour le pays. Mais donc là, je crois que c'est quelque chose qui est à l'ordre du jour aussi actuellement. Alors, à l'ordre du jour, on a le Premier ministre, le chef, le président du Conseil italien, Mario Draghi, qui devrait venir bientôt en Algérie. Et on a un peu le sentiment que l'axe pour rebooster la production de pétrole et de gaz en Algérie, ce serait plutôt un axe Algérie-Italie. Vu que l'axe Algérie-Espagne est en ce moment délicat, en délicatesse, et on sent bien qu'avec ENI, il y a la volonté, d'ailleurs c'est ENI que les Américains ont été voir pour essayer de vérifier s'il y avait des possibilités d'ajouter des quantités de gaz algérien sur le marché européen. Est-ce qu'il y a une triangulaire qui est en train de se mettre en place, Algérie, États-Unis, Italie? Non, je pense que le triangulaire, comme tu dis, s'installe. Parce que la problématique est une problématique de disponibilité de gaz naturel pour l'Europe occidentale. L'Europe occidentale, c'est lié, pieds-poings liés, avec le gaz russe. Aujourd'hui, les Occidentaux veulent se dégager systématiquement de cette dépendance. Quelles sont les ressources? Les ressources, c'est le Qatar, l'Iran, s'il revient, parce qu'il a autant de ressources que le Qatar, mais il n'y a pas les infrastructures pour ramener le gaz. Et le troisième centre, c'est l'Algérie avec ses 70 000 milliards, je dis bien 70 000 milliards de mètres cubes de gaz de schiste récupérables. C'est des immenses gisements. Et il y a toute une infrastructure de transport et de conduite. Et il y a toute une tradition de gaz en Algérie. Vous ramenez la technologie américaine qui sait produire du gaz de schiste à 2 centimes, à 2 dollars le normaux mètre cube. Aux États-Unis. Aux États-Unis, je dis bien, vous ramenez la technologie américaine. Non, mais 2 dollars, c'est le contexte américain. Mais c'est ce que je dis. Donc, vous ramenez les Américains avec leur technologie, leurs compétences en la matière pour le sortir à 2 normaux mètres cubes, et vous avez une stratégie de substitution ou d'opposition aux difficultés des Européens qui dépendent totalement du gaz russe. Donc, la solution qu'ils ont dû discuter, c'est celle-là, moi c'est ce que je suppose, il n'y a pas de non-dit. Et en contrepartie de cela, je crois penser que Bonn a eu raison de poser le problème du développement des infrastructures économiques, le train, le port et tout ce qui va avec pour le développement. Et donc, c'est du donnant-donnant, parce qu'après, il parle aussi de sécurité alimentaire. Vous, les Américains, aujourd'hui, dans la céréaliculture, il y a une transformation, il y a une restructuration. On ne fait plus les labourages profonds. Attention, les Américains ont développé des technologies qui permettent, même avec des terres à faible rendement, d'obtenir de grands rendements sans détruire le sol et en produisant des quantités avec l'irrigation complémentaire, le traitement, et ça demande moins d'énergie à labourer ce genre de terre. Donc ils ont aussi la nouvelle technologie céréalière. Je pense que ce qu'il lui a lancé comme proposition, 30 millions de tonnes de céréales à produire en Algérie, plus l'infrastructure de transport pour relier la Méditerranée à l'Afrique. Tu as noté, Reda, que sur ces 30 millions, il est proposé d'en exporter une partie aussi au Maroc. Alors, est-ce que c'est un lapsus ou est-ce que c'est une ouverture pour dire que dans le moyen terme, il envisage de commercer normalement avec le Maroc? Je rappelle qu'on n'a même pas de relations diplomatiques en ce moment. Il a dit que le Maroc, en 50 ans d'indépendance, 40 ans de fermeture des frontières, ce n'est pas normal. Oui, mais ce n'est pas normal, c'est Bouteflika qui ne voulait pas ouvrir. La dernière fois, c'était lui. Si, on en sait. Lui, c'est l'Algérie. Lui, il parle au nom de l'Algérie. C'est la continuité de l'Algérie. C'est l'Algérie et le Maroc, c'est les deux pays qui sont responsables de ça. Et donc, il dit que c'est anormal. Et donc, vendre des produits, du gaz ou des céréales au Maroc, ce n'est pas un tabou pour l'Algérie. Donc, nous restons ouverts. C'est le message qu'il dit. Nous restons ouverts à toute chose. Ali, on va pouvoir se remettre à parler du Maroc au CE, puisque le président envisage d'exporter... Juste un peu. Puisque le président envisage d'exporter des excédents de graines au Maroc. Oui. C'est une bonne nouvelle.
Non, je pense que vis-à-vis de l'administration américaine, il est normal qu'on se positionne d'un point de vue pour dire que nous souhaitons un retour à la normale dans les relations. C'est la diplomatie, ça, c'est normal. C'est qu'on envisage l'avenir dans une perspective non pas de fermeture, mais d'ouverture. Après, ça va se faire, ça ne va pas se faire. C'est une autre paire de manches. C'est quand même le moment de déplorer un peu le discours propagandiste qui est porté en direction de la population algérienne. Nous avons un problème qui est tout à fait différent. Mais la population algérienne n'est pas dupe. Posez la question à n'importe quel Algérien. Il va vous dire que les Algériens sont... Les Marocains... Ça, c'est les supporters de Raja du Raja de Casablanca qui sont spéciaux. Ils sont spéciaux. Ils sont magnifiques. Mais je crois qu'au niveau populaire, la fraternité, la solidarité algéro-marocaine, elle est indémontable. Elle est très solide. Donc, de ce point de vue-là, c'est vraiment l'unité de deux peuples. C'est un seul peuple en réalité. Mais pour revenir à la stratégie gazière et pétrolière, n'oublions pas que ce petit retournement vers l'Italie est lié à une petite compétition qui est en train de se mettre en place par rapport à l'axe Madrid-Rabat sur la regasification du GNL. Donc, parce qu'aujourd'hui, comme ils ont opté pour un certain nombre de lignes de GNL qui va être américain, donc ça veut dire que les Américains, en fait, ils sont à la fois dans une démarche de donner un rôle au Maroc sur le gaz, en installant du GNL à regasifier, à remonter par notre morceau de GME, qui est au Maroc, vers l'Espagne, plus des points de GNL en Espagne et au Portugal. Donc, il y a ça d'un côté. C'est normal que l'Algérie fasse un peu la course pour dire, moi aussi, je suis capable de monter en cadence avec les Italiens. Et donc, après, on verra comment ça va se dénouer. De toute façon, les besoins est tels, s'ils vont vraiment sortir de l'emprise russe, le besoin est tel qu'il y a de la place pour tout le monde. Est-ce que tu as entendu le PDG de Sonatrach qui annonce que dans les 2-3 ans, nous allons doubler nos capacités de gaz naturel? Je cherchais les gisements avec lesquels il va doubler. Mais je l'ai lu. Je l'ai lu. Je n'ai pas d'éléments. Il faut poser la question. Si, je l'ai lu, je t'assure, j'étais... C'est une erreur. C'est la PS qui a rapporté, je peux te dire tout de suite. Je ne pense pas que ce soit une erreur parce que... Non, le mot doublé, oui, mais la durée... C'est une déclaration qui a été faite en marge d'autres déclarations qui ont été rapportées. Mais je ne pense pas, Reda, qu'il a parlé de 2-3 ans. Il a parlé de doubler dans les 2-3 ans. De doubler, oui, il en a parlé, mais pas dans les 2-3 ans. Moi, j'ai pas. Alors, vous avez bien noté, messieurs les experts, que Abdelmajid Tebboune, on va terminer avec cette page de comment vendre l'Algérie à de grandes puissances économiques mondiales, a commencé quand même par évoquer le dossier de la corruption, pour parler de l'économie, pour dire qu'il était là et qu'il veillait à la corruption. On n'a pas très bien compris pourquoi il commençait. En quoi ça peut intéresser en priorité des businessmen, parce que c'est d'abord cela, les Américains, de parler de la corruption. Les Américains, c'est des protestants, hein. Business, c'est le business, mais l'honnêteté aussi, soi-disant, l'honnêteté... Surtout les démocrates. Oui, les démocrates et les républicains, c'est des croyants, les Américains. Attention, c'est des gens très croyants, très religieux. Et donc, dans leur religion, le business, c'est roi, mais le business, honnête, ils n'ont pas de corruption, pas de vol, apparemment. Et donc, et leurs lois, d'ailleurs, sont tranchantes là-dessus. On aurait dû en profiter, si tu veux. Hein. On a un Algérien là-bas qui nous a pris quelques milliards. Je te pose la question, est-ce que tu t'attendais à ce que le dossier... On n'a pas le sentiment, on verra, on n'a pas tout débriefé, mais on n'a pas le sentiment que c'est une requête algérienne de s'inquiéter du sort de Cheikh Ibrahim, ou alors c'est le respect de l'indépendance de la justice américaine. Le président algérien ne parle pas avec le politique, puisque le politique n'a pas de prise sur le judiciaire. Non, je pense que c'est un autre espace. Dans ce genre d'opération, les Américains apprécieraient mieux que ce soit une démarche de la société civile algérienne, même implantée aux États-Unis, qui demande ses droits. Et là, la justice répondrait. Mais si c'est une justice qui n'est pas, qui m'a prise en sainteté par la justice américaine, il ne va pas être traité. Tu as vu la requête auprès d'Interpol, n'a pas marché. Mais si c'était la société civile qui ferait ça, ils sont plus sensibles, les juges américains sont plus sensibles. Moi, je me souviens de l'affaire Evergreen. Je ne sais pas si tu te souviens de cette affaire-là. J'ai quelqu'un de la famille qui, en tant que juge, a traité l'affaire commercialement en Algérie. Eh bien, la même affaire a été retraitée ipso facto aux États-Unis par une autre justice américaine. Eh bien, ces juges américains ont félicité la juge algérienne parce qu'elle a fait parler le droit dans l'affaire Evergreen. On avait une réputation de sérieux.
Aujourd'hui, on ne l'a pas. Et c'est pour ça qu'il insistait sur la corruption, la lutte contre la... Il faut qu'il m'a racheter une certaine virginité pour que l'on soit crédible dans nos relations d'affaires. Et là, c'est une nécessité. La lutte contre la corruption, une des promesses des 54 promesses de Al-Majid Tebboune, c'était de rapatrier, d'ailleurs il avait dit qu'il avait une khutta pour cela, c'était un thème de campagne, rapatrier l'argent détourné. On sait que d'autres pays tentent de le faire, ça prend du temps. Bon, la Tunisie a mis beaucoup de temps, mais elle a récupéré une petite partie du butin des Ben Ali Trabelsi. Est-ce que aujourd'hui, on a vu hier que le Liban est en cessation de paiement, la situation est dramatique, et il y a 120 millions d'euros détournés par 4 personnes, dont le gouverneur de la banque centrale libanaise, qui ont été mis sous cloche, gelés, même en Europe. Même au Liban, même à Monaco. Voilà, donc gelés en Europe. Et donc on voit qu'il se passe des choses. Bon, on a aussi le cas de l'argent des oligarques, mais là c'est différent, je parle des oligarques russes. Quand il y a une volonté continue, une volonté politique continue, il peut se passer quelque chose au bout. Je sais que tu es très sceptique sur cela. Tu as déjà dit sur ce plateau que cet argent-là, on n'arrivera jamais à le récupérer. Mais quand on regarde ce qui se passe par ailleurs, on peut au moins s'attendre du président algérien qui continue d'en faire un thème, notamment à l'occasion d'une rencontre comme celle-là. Entre le fait d'en faire un thème et un élément de discours, c'est compréhensible. C'est un des axes de légitimation du mandat et c'est un des axes, je dirais, de légitimation du système qui doit dire à l'environnement international qu'il a vraiment élagué les branches mortes. Donc c'est un élément fondamental dans le discours de ce mandat-là. Et c'est compréhensible. Maintenant, encore une fois, je répète, à mi-mandat, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, pour l'argent qui a été, donc, ce qu'on appelle les transferts illicites et tout ce qui est fuite de capitaux, les autres pays dont tu parles ont mis en place des agences de détectives, ils ont payé des recherches, ils ont payé des organismes de renseignement, prestataires, des bureaux d'avocats spécialisés, rien que dans ça. Sur 2-3 ans, tu as dit que ça prend du temps. On a fait un peu la même chose. On a écouté une vidéo où il y avait le fils de Nazar qui faisait un complot contre Hicham Aboud. C'est à cela qu'on consacre le DRS de l'extérieur. Moi, je me pose la question. Soit c'est des sujets qui sont en cours, mais c'est secret d'État. Ce qui ne serait pas une bonne chose de les garder en secret d'État, peut-être. Maintenant, si ce n'est pas du secret d'État, pourquoi on n'a pas engagé des procédures et des diligences nécessaires pour au moins identifier où est passé l'argent? C'est même pas ça. D'accord? Et on est sur des estimations très variables. Ça, c'est un premier élément. Farid Bdjaoui, Khalil, c'est 330 millions d'euros confirmés par le tribunal de Milan. C'est colossal. C'est-à-dire que ce n'est pas le genre d'affaires sur laquelle on se couche. Oui, voilà. Exemple. Mais ce que je veux te dire, c'est que si on considère qu'il y a des milliards, que c'est pas des millions, c'est des milliards, donc on multiplie par 1000 l'ordre de grandeur, il y a une cavalerie à mettre en place pour aller chercher cet argent. Et c'est des fonds de dossier. Quand tu as un fonds de dossier, toi, tu as ce qu'on appelle du renseignement, intelligence, comme on dit en anglais. Tu as du rance. Tu vas vers la justice de n'importe quel pays, mais tu as des éléments. Quand tu n'as pas le renseignement, l'information de type intelligence, ils vont te dire oui, c'est rien. Pourquoi veux-tu que je mette en branle quelque chose? Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, en interne, si on veut mettre en place la lutte contre la corruption, ça veut dire qu'on va avoir une justice indépendante, ça veut dire qu'on va avoir des organes de contrôle indépendants, un office de lutte indépendant, qu'on va réhabiliter les lanceurs d'alerte. Aujourd'hui, tu lances une alerte, c'est toi qui vas en prison. C'est exactement le contraire. Donc, tout le mécanisme de lutte contre la corruption n'est pas mis en place. Pas du tout. Donc, qu'est-ce qui s'est passé là, 2 ans et demi? C'est pour ça qu'encore une fois, le risque qu'on peut prendre dans ce cas de figure-là, c'est que quand on s'avance sur des éléments de discours, c'est légitime d'avoir ce discours-là, mais que derrière, on n'a pas des éléments concrets. Et les Américains, pour revenir au fait que c'était dans un entretien avec un Américain, les Américains, ils sont carrés, ils ont l'indépendance de la justice, ils ont la transparence, c'est quelque chose de clair, des mécanismes transparents, des gens qui rendent compte. On n'a même pas d'observatoire des marchés publics, alors que c'est prévu dans la loi. On n'a même pas l'observatoire qui dit que sur 4-5 ans, celui-là, il a eu tant de marchés. On n'a même pas cette statistique. L'obligation, c'est une obligation universelle, définie dans le cadre de l'OCDE, de dire que les grands groupes qui ont accès au marché public doivent faire un rapport spécial annuel
des subventions et des marchés publics auxquels ils ont accédé. C'est des considérations basiques de transparence. On n'a pas ça. Donc, franchement, encore une fois, je commence vraiment à m'inquiéter du temps qui passe, sérieusement, parce que les outils, les démarches, les mécanismes sont connus par tous les professionnels. Il faut garder l'espoir, on n'est pas encore tout à fait au mi-mandat. Alors, on va avancer, on va devoir finir cette émission qui sera légèrement plus courte que d'habitude. Il s'est passé quelque chose pour nous journalistes de dramatique, mais je pense qu'au-delà, pour les publics et les citoyens, parce que le droit d'informer est un droit constitutionnel, c'est évidemment la décision du propriétaire de Liberté de le fermer. Je pose une question directe à toi, Reda. Reda Amrani, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Issa Delbrab? C'est un bâton. On a le sentiment qu'il y a quelque chose qui s'est cassé depuis sa détention et que là, il a lâché prise sur quelque chose c'est quand même son bébé. En 1992, sa création, il en était fier, on sait qu'il en était fier de Liberté. On sait aussi, je termine rapidement, qu'avec les plans sociaux de ces 2 dernières années, on est revenu à un périmètre de pertes relativement gérable, en tous les cas à la hauteur de ce que peut faire compenser l'actionnaire. Les raisons sont visiblement, d'ailleurs on a évoqué des raisons personnelles et intimes. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Je pense que moi j'ai connu Rabab début des années 80, quand il a lancé Profil Or, quand il a lancé aussi, il voulait faire une fonderie, puis il est venu me voir et on lui a conseillé, je lui ai conseillé de lancer une mini-sidérurgie, c'était en 85, hein. Et donc c'est pas d'aujourd'hui. C'est un battant, c'est un monsieur qui avait une bonne vision et qui s'entoure de bons conseils, hein. Il n'avance pas. Et sur le plan de la presse, je suis certain qu'il a un plan et une vision stratégique. D'ailleurs, il a comme assistant Taïb Hafsi, qui est un spécialiste de la stratégie d'entreprise. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui navigue à vue. Donc, et sur le plan de la presse, c'est quelqu'un qui, n'oubliez pas un moment, il avait racheté le Khabar. Oui, oui. Et après, il avait l'ambition de construire un groupe. Oui. Donc, il voulait constituer un grand groupe de presse en tant que grand groupe économique et industriel. Et il avait des visions aussi d'investissement à l'étranger. Moi, j'ai soutenu son projet de racheter la sidérurgie, c'est des aciers spéciaux de Piombino. Piombino, pour moi, c'était et la sidérurgie et le port commercial en eau profonde qui lui appartenait, qui est à 12 heures de bateau des côtes algériennes. Donc, j'avais soutenu pour ça parce qu'on pouvait récupérer et un port et une usine d'aciers fins et spéciaux, ça veut dire 60 ans ou 70 ans d'expérience dans la sidérurgie des aciers spéciaux. Il a dû les revendre aux Indiens. Donc, tu vois, il avait du battant et il avait une bonne vision. Donc, il y a, comme tu le dis, un ressort s'est cassé. Ce n'est pas une question économique, hein. Il n'y a pas de journal qui gagne de l'argent aujourd'hui, en Algérie ou à l'étranger. Je parle de la presse écrite. Même avec une bonne publicité, de bons budgets publicitaires, même la presse écrite aujourd'hui a une restructuration, il y a un retour de battant. Ils tiennent, tous les grands journaux à travers le monde appartiennent aux grandes entreprises. Si ce n'est pas économique, c'est les pressions. Ah, je pense qu'il a subi trop de pression politique et qu'il se dit, il a dû faire son analyse. Ce journal qui devait être mon image de marque, ma vitrine pour mon groupe, il est en train peut-être de détruire une partie du groupe. Alors autant faire de la chirurgie et couper ça. Ali, ta lecture de ce qui est arrivé, est-ce que c'est... Il y a deux étages en réalité. Bon, il y a l'étage politique. Moi, je pense qu'il est indiscutable et même évident qu'on a poussé donc, le groupe Civital à s'aborder Liberté, indépendamment, comme disait Reda, de sa situation économique. Mais moi, je vais revenir à la question. D'abord, je suis entièrement solidaire du collectif parce que, après tout, il y a des journalistes, il y a des emplois, il y a des gens, il y a des familles. 72 salariés. Quand même, donc d'abord, il y a un aspect quand même de solidarité. Et j'avais lancé sur Facebook le fait que c'est dommage qu'on ne cherche pas une solution de type reprise par les salariés, pour que ce soit une solution qui arrange tout le monde, hein, que les salariés qui veulent continuer l'aventure puissent reprendre leur journal. D'après les échos, c'est que le propriétaire donc, ne veut pas parler de ça, mais bon, ça veut dire que c'est vraiment un sabordage. Hein. Donc l'option sabordage, elle est plus évidente du fait qu'on refuse
cette option de rachat par les salariés. Bon, ceci étant dit, aujourd'hui, je m'excuse de ce que je vais dire en termes un peu durs, la presse papier, c'est terminé. Ah, c'est la réalité. Hein. Les gens qui, et d'autres collègues l'ont dit, de toute façon, les gens qui n'ont pas réussi à basculer d'un côté sur le numérique et d'un autre côté sur ce qu'on appelle le multimédia, c'est-à-dire d'être à la fois un journal, une radio, une télé, parce que c'est le changement de la révolution technologique aujourd'hui, c'est une révolution de l'information, on accède par plusieurs canaux. Si on n'est pas multicanal, on ne peut pas survivre aujourd'hui. On ne peut pas faire le reproche à Al-Brab de l'avoir loupé. Hein, non, il voulait ça. Il voulait ça. Voulait ça, ça ne s'est pas fait. Mais aujourd'hui, prendre liberté comme telle, comme ça, comme une case à part, et dire on peut sauver liberté seul, je regrette, on ne peut pas sauver liberté telle qu'elle, telle qu'il est aujourd'hui. Et c'est malheureux de le dire, l'aventure liberté, comme pour d'autres, hein, on voit venir d'autres cas, c'est un pas éteint qui est en train de mettre en place, sauf ceux qui sont soutenus par... qui sont la majorité, ce qui n'est pas normal. Voilà. Parce qu'il y a un effet d'éviction quand même. Mais, attends, il y a des gens qui sont soutenus corps et âme par l'État. Oui. Directement et indirectement. Mais qui ne remplissent pas de fonction. C'est la très grande majorité. Ils sont là et ils vont continuer à exister parce qu'ils sont soutenus. Ceux qui sont relativement indépendants de l'appareil d'État, je dirais, hein, parce que c'est notre sujet ensuite, ceux qui sont relativement indépendants, aujourd'hui, en format papier simple, ne peuvent pas survivre. Et ne pourront pas survivre. Donc, ce qu'il faut inviter, il faut inviter vraiment les gens qui sont encore sur la place. C'était un sujet que j'avais eu avec Omar Belouchet il y a 3 ans de ça, ou 4 ans. Il faut basculer. Il faut basculer dans le numérique, il faut basculer dans le multimédia pour pouvoir se donner un nouveau modèle d'affaires. La question essentielle aujourd'hui, c'est quel modèle d'affaires doit-on construire pour la presse, pour les organes d'information. Et c'est un chantier parce qu'on n'a pas de réponse dans la poche. Hein. C'est un chantier, effectivement, et on n'a effectivement pas de réponse dans la poche, notamment dans un contexte politiquement hostile, parce qu'il faut toujours ajouter cette hostilité politique qui fait que les choses ne peuvent pas se faire normalement comme elles se seraient faites ailleurs. Merci beaucoup, merci pour ce numéro de Reda Amrani et Ali. On avait promis à Ali de le libérer en heure et en temps, et on va tenir notre promesse pour qu'il soit avec nous dans 15 jours. Merci pour votre fidélité. Je rappelle que vous pouvez suivre nos contenus et vous pouvez surtout vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait sur la chaîne Radio M. Merci.